Le scénario est-il écrit d'avance en France? Michel Barnier veut croire que non, qu'il peut encore échapper à la censure. Les 2 textes qui visent son gouvernement sont examinés au Parlement à partir de 16h heure de Paris aujourd'hui. La mathématique politique laisse à cette heure peu de doutes sur l'issue du vote. Depuis Riyad, Emmanuel Macron, lui, a dit ne pas croire au vote de la censure. Emmanuel Macron qui n'aura peut-être plus de Premier ministre ni de gouvernement quand il rentrera ce soir de ses 3 jours de visite officielle en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est là que notre émission pose ses valises pendant les 45 prochaines minutes. Au-delà des enjeux de la visite économique, diplomatique du président français, il est important de s'arrêter sur ce pays et surtout sur celui qui le dirige de facto, le prince héritier Ben Salman. Celui que Joe Biden qualifiait de paria en 2020 dans le sillage de l'affaire Khashoggi est devenu en quelques années un partenaire incontournable. Comment et pourquoi? On pose la question à nos invités, Hasni Abidi et Karim Sader qui sera avec nous en direct depuis Beyrouth. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Bonjour Hasni Abidi. Et bienvenue sur ce plateau, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous êtes aussi professeur à Sciences Po et vous avez dirigé le Moyen-Orient selon Donald Trump aux éditions Éric Bonnier qui sortira au mois de mars prochain. On en voit déjà la couverture. Je lisais en préparant ce rendez-vous qu'ici en Europe, une émission sur l'Arabie Saoudite et a fortiori sur Mohammed Ben Salman commençait toujours par l'évocation de l'affaire Khashoggi, l'implication documentée du prince héritier saoudien dans l'assassinat du journaliste saoudien au consulat d'Istanbul en octobre 2018. Est-ce que cet épisode pour vous est de l'histoire ancienne ou il faut continuer à lui donner la place qu'il mérite ? Pour les démocraties occidentales, c'est de l'histoire ancienne. Il faut rappeler que c'est plutôt Joe Biden en tant que candidat qui a déclassé cette affaire. Il faut rappeler aussi que Joe Biden a organisé au lendemain de son élection un sommet entre les bons et les méchants, entre ce qu'on appelle un sommet démocrate. Il a exclu l'Arabie Saoudite et quand on lui a parlé, est-ce que vous avez parlé avec Mohammed Ben Salman? Il a dit, je ne parlerai qu'à mes homologues, à mes semblables, c'est-à-dire seulement au roi Salman, qu'on savait déjà affaibli par la maladie, que Mohammed Ben Salman était le dirigeant de facto. Donc le contentieux est lourd et malgré la visite de Mohammed Ben Salman forcée à Riyad, on a bien vu un petit peu que l'accueil était froid, voire même glacial, et que les relations n'ont jamais repris entre les 2 dirigeants. Et Riyad avait déjà voté et soutenu la candidature de Trump. Et aujourd'hui, les Saoudiens sont enthousiastes de travailler avec Trump et tourner la page de Biden et tourner la page aussi de Jamal Khashoggi qui garde quand même ce nom d'une rue qui est pas loin de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Washington. On va y revenir bien sûr. Nous a rejoint Karim Sader. Bonjour depuis Beyrouth. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions. Vous êtes politologue et consultant spécialiste du Golfe. Je posais la question à Hasni Abidi à l'instant, l'affaire Khashoggi, c'est de l'affaire ancienne? Oui, on peut considérer ça comme une affaire ancienne, et je ne daterai pas ça d'aujourd'hui, malheureusement, puisque, alors effectivement, Mohammed Ben Salman revient de loin, ça a été souligné donc sur votre plateau, traité de paria il n'y a pas si longtemps, il doit aussi son comeback à la fracture qui a été provoquée dans l'ordre international par le conflit russo-ukrainien. On a vu que l'Arabie Saoudite a réussi, grâce à son influence sur l'échiquier énergétique, à l'instar des autres pays du Golfe d'ailleurs, à peser dans ce conflit et à jouer de ces fractures, donc Est-Ouest, ou encore Nord, et ce qu'on appelle, ce qu'il est courant maintenant d'appeler le Sud global. Désormais, ils ont, les monarchies du Golfe, donc Riyad en tête, avec MBS, ont acquis plus d'autonomie. Ils ne sont pas totalement alignés sur les positions de Washington. Et c'est grâce à cette donne, en quelque sorte, que MBS a pu sortir de son statut de paria, entre guillemets, pour retrouver une place plus importante donc, sur la scène internationale, paria, pour ne pas dire incontournable. Oui, paria, c'était le mot utilisé précisément par Joe Biden dans le sillage de l'affaire Khashoggi. Comment est-il redevenu fréquentable, Mohammed Ben Salman, Hasni Abidi?
Karim Seder, elle l'a souligné, la crise en Ukraine était une opportunité de rêve parce que c'est d'ailleurs Amos Hochstein qui était chargé de l'énergie dans l'administration de Biden, qui n'était pas du tout finalement le spécialiste de Proche-Orient, mais il s'occupait de l'énergie. Il a fait une note... L'envoyé de Joe Biden pour le L'envoyé de Joe Biden pour le Liban. Il a fait une note, d'ailleurs Jack Sullivan n'était pas très enthousiaste, ni Anthony Blinken, en demandant au président Biden d'aller en Arabie Saoudite. C'est tout de même la voie incontournable pour s'assurer en tout cas du soutien non seulement d'Arabie Saoudite, mais ici des États musulmans. On a bien vu que MBS, lors d'un sommet arabe, a invité Volodymyr Zelensky à venir en Arabie Saoudite. Et pour justement Amos Hochstein, il fallait absolument que Biden renoue avec l'Arabie Saoudite, alors qu'il avait évidemment traité de paria. Donc c'est vrai que la crise en Ukraine, la question énergétique, mais aussi la question, et ça c'est très important, plus tard, on a bien vu une certaine retenue saoudienne, ou disons, comme disent nos amis libanais, la stratégie de l'évitement de Mohamed Ben Salman dans plusieurs crises régionales qui ont finalement montré une certaine sagesse ou une certaine aussi disponibilité. On peut dire que MBS 2 est différent de MBS 1. MBS 1 de Jamal Khashoggi, c'est terminé. Aujourd'hui, un autre homme politique. C'est vrai qu'il a fait venir des anciens du roi Abdallah dans son cabinet. Par exemple, celui qui a scellé un accord très important avec l'Iran sous la houlette des Chinois, qui ont donné finalement ces habits d'un dirigeant à qui on peut faire confiance. Oui, le MBS 2, Karim Sader, c'est celui de la réconciliation avec le Qatar, celui de la normalisation avec la Syrie de Bachar el-Assad et celui évidemment, image ô combien importante, de la réconciliation avec l'Iran sous l'égide de la Chine, rappelait Hasni Abidi à l'instant. Là, il y a un basculement qui s'est opéré. Oui, j'apprécie bien l'expression MBS 2 utilisée par mon collègue. Effectivement, j'ajouterai aussi à ce que vous avez cité le conflit au Yémen, qui a été une catastrophe humanitaire. Donc effectivement, le MBS 1 belliqueux, qui voulait s'imposer, qui était encore le jeune prince héritier, encore illustre inconnu, qui a voulu aussi s'imposer par la force, en tentant donc des coups de force sur différents théâtres de l'échiquier régional. Effectivement, vous avez cité l'embargo sur le Qatar, le conflit au Yémen, l'interventionnisme au Liban aussi. Il a été jusqu'à carrément prendre en otage, il faut le dire maintenant, l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Donc on a vu que tout cela ne l'a pas vraiment réussi. Il n'a pas réussi à faire plier le Qatar. Le conflit au Yémen, ça a été une catastrophe humanitaire. Et on voit en fait que le MBS 2, donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il veut faire avancer sa vision 2030. C'est ça son obsession. Il cherche une région pacifiée. Donc c'est ça aussi qui est important. Il veut un climat qui soit propice à la réalisation de ses projets. Et on voit que face au traditionnel rival chiite iranien, sa position est désormais beaucoup plus modérée. Aujourd'hui, le MBS d'aujourd'hui ne cherche pas du tout la confrontation avec l'Iran. Et ça, Donald Trump va le découvrir à ses dépens lorsqu'il prendra ses fonctions prochainement à la Maison-Blanche. Ce n'est pas le MBS avec lequel il avait l'habitude de traiter, puisqu'on sait que l'administration américaine qui arrive maintenant est profonde et va continuer à être anti-iranienne. Or, MBS, le tandem MBS-Trump ne sera pas pareil sur cette question-là. MBS ne veut plus d'une guerre froide, régionale, entre sunnites et chiites. Il veut un climat qui soit propice aux affaires. Hasni Abidi, la politique du bon voisinage, ça va créer des remous entre Washington et Riyad ? Ça va être un élément qui va freiner finalement l'ardeur de l'administration Trump en cas d'une attaque ou en cas d'une pression maximale qui dépasserait la précédente. C'est vrai que cet accord avec l'Iran est très important. C'est un tournant dans la région. L'Arabie Saoudite avait compris, surtout MBS, que pour réussir cette vision 2030 ou le programme économique et la prospérité de l'Arabie Saoudite dans le Golfe... C'est son obsession, on y reviendra. Absolument. L'Arabie Saoudite a besoin d'un environnement sûr. Elle a besoin d'une certaine stabilité. Et elle a bien réalisé que les attaques des Houthis, sans parler aux Iraniens, les Houthis vont continuer. Et d'ailleurs, les Saoudiens et les Émiratis étaient très déçus de l'attitude finalement de Biden qui n'était pas du tout favorable selon eux, puisqu'ils ont laissé les Houthis bombarder les installations ou viser les installations d'Aramco et viser aussi les installations aux Émirats Arabes Unis, d'où un petit peu ce virage en direction de l'Iran, le seul pays capable de museler finalement les Houthis. Dernier
dernier élément qui est important, les Américains découvrent, et les Européens aussi, que Mohammed Ben Salman est tout à fait favorable à un accord de paix, pas rejoindre les accords d'Abraham, parce que MBS déteste être numéro 2 ou 3, mais il veut être numéro 1, mais il veut un accord plutôt entre Israël et l'Arabie Saoudite à condition d'un lancement de processus. Évidemment, cette vision ou ce projet de normalisation plaît à l'Occident et est bien écouté, je dirais bien accueilli favorablement par les Américains, mais MBS, il a ses propres conditions. Alors justement, on va revenir bien sûr sur les accords d'Abraham et leur avenir post-7 octobre, mais Karim Sader, pour ceux qui ne le connaissent pas, diplomatiquement, il est un peu compliqué à lire Mohammed Ben Salman. On dit de lui qu'il pratique la polygamie diplomatique, et en ça, vous me corrigez peut-être si je me trompe, et moi, il me fait un peu penser à Erdogan, dont on dit qu'il pratique comme ça la multi-alliance. MBS, il a bien sûr un lien particulier avec les États-Unis, avec les accros de l'histoire, on en a parlé, mais il parle aussi à la Russie, il parle au sud global, il a intégré les BRICS au mois de janvier en même temps que l'Iran, évidemment c'est assez singulier, il est membre du G20, voilà, il distille un peu, il est celui qui veut parler à tout le monde, c'est ça ? Alors, tout autocrate déjà pratique la réelle politique et parle à tout le monde. Ça, c'est vieux comme le monde. Ceci dit, oui, je pense que MBS a saisi cette opportunité qui lui a été offerte par la ligne de fracture liée au conflit russo-ukrainien. D'ailleurs, j'ajoute à ce qui a été dit sur le rapprochement avec l'Iran, il faut bien souligner que ce rapprochement s'est fait sous l'égide de la Chine. Donc on a bien vu que l'Arabie Saoudite a profité justement de cette multipolarisation de la scène internationale pour ne plus mettre ses œufs dans le même panier américain ou occidental. Donc ça, c'était un point important. Ensuite, pour la question de la normalisation, eh bien, cette carte de la normalisation, elle est aussi la carte qui lui a permis de tenir et de se retrouver réhabilité sur la scène internationale. On a vu qu'il a monnayé à prix fort sous l'administration Biden le fait d'entrevoir la possibilité, et on a vu que finalement Biden lui a couru après pour qu'il puisse signer cet accord que l'administration démocrate voulait arracher avant la fin de son mandat, un cadeau que bien sûr MBS n'a pas voulu faire à celui qu'il a justement traité de paria. Donc oui, MBS joue maintenant de ça, il n'est pas le seul maintenant dans le Golfe. Et on voit bien que les monarchies du Golfe, on a vu que lorsque la guerre en Ukraine a été déclenchée, Washington et les Occidentaux étaient assez effarés de voir que les monarchies du Conseil de coopération du Golfe avaient refusé de prendre parti comme ça et de s'aligner de manière et d'obéir au doigt et à l'œil de leur stratégie. Donc effectivement, ce multilatéralisme sert MBS et il en joue et il en a besoin et il multiplie les alliances et ça lui réussit bien. Oui, ces liens avec la Russie, vous l'évoquiez, en sont l'illustration. Il est dans l'OPEP+, bien sûr, on parle de pétrole avec Moscou. Il a condamné MBS du bout des lèvres l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Il continue à parler avec Poutine. Il n'applique pas les sanctions internationales contre Moscou. Pour autant, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, il a reçu plusieurs fois, je crois, Zelensky, notamment au mois de juin dernier en Arabie Saoudite. Mais on ne lui en veut pas pour autant de brouiller les cartes. C'est ça la réelle politique ? Oui, il a réussi à améliorer son image et il a profité d'un certain vide, ou je dirais un grand vide dans le monde arabe. L'Égypte, aujourd'hui, dans une situation économique très difficile, sous Sisi, elle a abandonné ses ambitions régionales et vous connaissez la situation de l'Irak et d'autres États. Donc l'Arabie Saoudite voit finalement une voie qui s'ouvre devant elle sur le plan de leadership. Mohammed Ben Salman est le seul dirigeant arabe finalement à pouvoir organiser un sommet double, un sommet de l'OCI, donc des États musulmans, et un sommet arabe en même temps. Il peut convoquer un sommet en une semaine et tous les chefs d'État ont répondu, en tout cas la majorité, ont répondu présent. Donc il veut aussi montrer que l'Arabie Saoudite est tout à fait en mesure d'être le leader du monde arabe et du monde musulman. Mais suite à votre question, la différence, d'ailleurs, la comparaison intéressante avec Erdogan, la différence c'est qu'Erdogan, il est en campagne politique permanente, il est en campagne électorale. C'est une bête de scène, mais c'est vrai parce qu'il y a aussi des scrutins, des élections. Alors que la question ne se pose pas dans une monarchie comme l'Arabie Saoudite, au moins Ben Salman, c'est vrai qu'il est probablement pressé parce qu'il veut le trône et tant que son père est vivant, puisque son père assure finalement une certaine continuité, une certaine acceptabilité, ce n'est pas probablement l'avis de tout le monde, de tous les princes. On sait que Mohammed Ben Salman est accusé par des membres de la famille de les avoir brutalisés. Souvenez-vous de cette purge et cet emprisonnement doré dans l'hôtel Ritz-Carlton. Donc il y a aussi des questions locales qui restent à traiter. Mais
Mohammed Ben Salman, faute de légitimité intérieure, il est passé à une certaine acceptabilité, à une certaine légitimité donnée par l'extérieur. Il a réussi son pari. Juste une précision sur les images que l'on voit derrière vous, qui sont en direct à Hasni Abidi, le président Macron qui visite le site archéologique d'Egra, je crois, non loin de celui d'Aloula, qui fait partie d'ailleurs, bien sûr, du soft power saoudien qui veut miser sur le tourisme, mais on y reviendra à nouveau dans la deuxième partie de cette émission où Christophe Dansette nous rejoindra pour reprendre Karim Sader, un slogan cher à Donald Trump, pour Mohammed Ben Salman, cette diplomatie polygamique, c'est d'abord l'expression de son obsession, hein, c'est celle d'abord de son pays, Saudi Arabia first, avant toute chose. Oui, absolument. Alors, il faut bien aussi souligner que dans cette région du Golfe, le leadership saoudien a été contesté à l'intérieur même de son précaré. Il faut maintenant évoquer la rivalité qui existe entre ces princes à l'intérieur de la péninsule arabique. Le leadership de l'Arabie saoudite a été contesté d'abord par le Qatar, qui est l'émirat un peu félon, qui a toujours voulu un peu jouer sa propre partition. On a vu les tensions que tout cela a générées. On a vu que finalement, le Qatar est rentré dans le rang. Certes, il continue à briller et à jouer en quelque sorte en partie sa partition, mais voilà, on voit que les ambitions du Qatar aujourd'hui ont été réduites par rapport à l'Arabie saoudite. Et il y a évidemment la grande rivalité avec Abu Dhabi, avec les Émirats arabes unis, et on sait qu'il y a une espèce de rapport de fascination et de rivalité en même temps qui lie le prince héritier saoudien à celui qu'on appelle MBZ, donc Mohammed Ben Zayed, donc qui est à la tête des Émirats arabes unis. Donc ça, c'est un point aussi important, et donc c'est face aussi à ces rivaux voisins que l'Arabie saoudite veut s'affirmer. Longtemps, l'Arabie saoudite a été cette monarchie qui a vu se succéder de vieux rois à la santé fragile et qui a vu donc ses voisins commencer à briller par leur soft power, vous l'avez souligné effectivement, et c'est à présent ce prince héritier. Alors on a eu le MBS 1 qui a essayé un peu de s'imposer par la brutalité, le MBS 2, pour continuer avec cette expression que j'ai bien appréciée, le MBS 2 lui donc joue sur le soft power et veut faire briller l'Arabie saoudite à l'international, alors à sa manière peut-être un petit peu à marche forcée, il faut le dire, mais en tout cas c'est en cours. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France a un rôle important à jouer sur ce volet-là, et ce n'est pas pour rien que le volet culturel et tout ce qui a trait au soft power a occupé une place, on va en parler je pense tout à l'heure, une place prépondérante dans la visite du président français dans le royaume saoudien. Qui se poursuit à Hasni Abidi, oui. Moi, je me rends régulièrement en Arabie Saoudite et j'espère pour longtemps. Il a une audience, Mohammed Ben Salman. Les jeunes l'apprécient. On voit des projets d'infrastructure. L'Arabie Saoudite a finalement réalisé avec Mohammed Ben Salman que le pays était en retard par rapport à ce qui se passe aux Émirats, au Qatar, sans parler bien sûr du volet économique. Donc, il a certaines. C'est entre, parce qu'il emprunte aussi un vocabulaire de populisme. Il faut absolument les Saoudiens. Fini, par exemple, les princes rentiers à vie. Les princes, Mohammed Ben Salman le dit, il faut qu'il travaille. Donc il y a aussi un volet intérieur. Il est le réformiste qu'il prétend être, ça n'est pas que cosmétique? Non, pas évidemment, hormis les questions politiques qui restent une ligne rouge. Mais évidemment, les réformes, vous en avez vu, par exemple la fin de la police religieuse qui a déjà commencé. Aujourd'hui, on voyait des femmes sans porter le voile. On a vu Jennifer Lopez danser quand même à Riyad. Le festival de Riyad est devenu une fenêtre, une vitrine de l'Arabie Saoudite, sans parler des autres activités. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il a une certaine popularité. Il a une audience de plus en plus importante, notamment auprès de jeunes qui veulent finalement que l'Arabie Saoudite aussi se modernise, se réforme. Avant-hier, le roi Salman a inauguré une ligne de métro. Évidemment, le Qatar avait déjà son propre métro, Dubaï son propre métro. Et ça, c'est un élément aussi que Mohammed Ben Salman veut l'utiliser dans la consolidation de son pouvoir. Je voudrais qu'on parle de la question palestinienne, mais puisqu'on est sur la politique interne saoudienne, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Karim Sader, c'est un réformiste et il arrive à convaincre les siens qu'il en est un? Alors moi, je mettrais un bémol sur un point. J'ai parlé tout à l'heure justement de cette réforme à marche forcée. Je connais aussi très bien l'Arabie Saoudite, et effectivement, l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui ne ressemble en rien à ce qu'on a connu il y a 20 ans.
Pour autant, les scènes dont parle mon collègue sur votre plateau, de concerts, etc., qu'on a pu voir, sont parfois des événements qui sont un peu, je ne vais pas dire marginaux, mais destinés aussi à montrer un peu aux yeux des Occidentaux une certaine image. Alors, je ne dis pas que la population saoudienne n'est pas derrière son prince, et le facteur de M. Abidi sur la générationnelle est très important. Il y a une grande partie des Saoudiens à moins de 20 ans. Il y a des études démographiques qui ont été faites. C'est une population jeune et qui plus est connectée aux nouvelles technologies. Et qui a soif de modernité. Ceci étant, il y a toujours un establishment religieux et une société imprégnée de générations entières de rigorisme wahhabite. Il faut du temps pour que ces choses-là évoluent. Ce n'est pas une question de volonté seulement. Ça prend du temps. Donc c'était ce bémol que je voulais souligner. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a une volonté de réforme et ce processus est lancé et je ne pense pas qu'il va s'arrêter. Vous dites que Karim Sader, la population est derrière son prince. A-t-elle le choix? Ça n'est quand même pas, vous me corrigez si je me trompe, une grande démocratie, l'Arabie saoudite, d'un point de vue occidental. Et ce soft power qui passe effectivement par le sport, la culture. On peut parler des Jeux asiatiques d'hiver, de l'exposition universelle de 2030, du mondial de 2034 qui aura lieu à Riyad. Ça permet aussi de faire passer la question des droits de l'homme au second plan. Amnesty a sorti un rapport ces dernières heures disant que le nombre d'exécutions en 2024 n'a jamais été aussi important. Effectivement, ce que vous décrivez est malheureux, mais ceci étant, il ne faut pas toujours regarder, je le dis souvent, la société saoudienne et les sociétés du Golfe avec le logiciel occidental. Vous savez, il y a des études qui ont été faites sur les aspirations des jeunesses dans les pays du Golfe, et la démocratie n'est pas forcément la première aspiration. Alors il y a des jeunes qui souhaitent d'abord la sécurité. C'est une priorité. Parfois le rayonnement de leur royaume à l'international. Donc voilà, je pense que la question de la démocratie évoluera avec le temps. C'est un processus long. Il a pris du temps en Occident aussi. Et ça n'arrive pas comme ça d'un claquement de doigts. Et je ne pense pas que ce soit la première priorité des Saoudiens aujourd'hui, qui sont alignés derrière un prince. Vous savez, ces dernières années, il y a une sorte de nationalisme assez fort qui s'est développé dans ces pays du Golfe. Derrière leur prince, on a vu Tamim El Majd qui a sorti victorieux, donc aux yeux des Qataris, de ce bras de fer entre lui et ses voisins. On a vu qu'il y a eu une culte de la personnalité. Idem donc pour Mohammed Ben Zayed aux Émirats ou Mohammed Ben Salman donc en Arabie Saoudite. Et donc ce culte de la personnalité et cette volonté de voir le prince aux avant-postes réussir et faire rayonner le royaume, à mon avis, est une considération plus importante pour les Saoudiens que la démocratie dans le sens purement occidental du terme. Non, ce n'est pas le président Macron qui va parler de la question des droits de l'homme, ni d'ailleurs le président Trump, et c'est ça qui est dramatique. On sait très bien sûr, que selon des rapports, il y a certains, d'ailleurs, hommes religieux ou certains réformistes, etc., qui vivent des restrictions, ou certains sont détenus. Mais l'Arabie Saoudite et Mohammed Ben Salman a réussi finalement, soit à travers des alliances, ou bien sûr avec des contrats très, très, très importants. On le verra avec la Coupe du Monde qui est presque maintenant qui sous-coupe. Les Saoudiens sont assurés que le vote il leur sera favorable, et un des objectifs de la visite de Macron, c'est s'assurer justement du vote de la France. Donc hélas, la question des droits de l'homme n'a pas d'écho en Occident, parce que les démocraties occidentales ont choisi plutôt de ne plus de parler pour ne pas brusquer Mohammed Ben Salman sur cette question. Encore un mot, Hasni Abidi, sur ce régime et cette façon qu'il a d'organiser la société. Est-ce que vous diriez, je le lisais en préparant cette émission, que la nature de la répression avait changé, là où elle a été peut-être très rigoriste d'un point de vue religieux ces dernières dizaines d'années, elle est devenue plus politique, mais la répression en elle-même, elle n'a pas changé? Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit il y a des réformes, mais elles sont sur le plan économique, sociétal, mais pas du tout sur le plan politique. C'est-à-dire quand vous avez une purge au sein même de la famille, c'est-à-dire que l'élimination, la neutralisation de tous les contre-pouvoirs au sein même de la famille saoudienne, on ne parle pas de l'opposition, etc., qui n'a pas pignon sur rue. Donc ça vous montre un petit peu que Mohammed Ben Salman a voulu reprendre les choses en main, et c'est lui-même d'ailleurs, il a écarté Mohammed Ben Nayef, qui était prince héritier, Moutab Ben
Abdallah, d'autres hommes politiques membres donc importants dans la famille royale sont complètement donc de l'autre côté. C'est-à-dire ils n'ont aucune chance donc d'aspirer. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas de vice-prince héritier. Alors qu'on sait que normalement, un prince héritier, un vice-prince héritier, on parle de son frère Khaled, ministre de la Défense. Donc Mohammed Ben Salman a réussi, il faut dire, contrairement aux calculs des Américains qui pensaient vraiment que Mohammed Ben Salman n'avait pas finalement sa durée de vie politique, elle est très limitée parce que il s'est mis à dos les autres membres, ce qu'on appelle l'élite traditionnelle de l'Arabie Saoudite. Mohammed Ben Salman a réussi finalement à s'emparer du pouvoir, en tout cas provisoirement, et être le prochain roi de l'Arabie Saoudite. Oui, et puis symboliquement, il a tué le père Karim Sader, qui parle encore aujourd'hui du roi Salman, qui est encore techniquement le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Oui, absolument. Alors, il ne faut pas oublier quand même que Mohammed Ben Salman a fait bousculer la traditionnelle ligne successorale qui était horizontale, c'est-à-dire qui voyait les frères et les demi-frères des descendants d'Ibn Saoud se succéder. Alors, ça donnait des rois de 90 ans malades et des princes héritiers de 75 ans aussi malades. Et effectivement, le fait d'avoir sauté une génération et d'être arrivé à Mohammed Ben Salman est une révolution en soi. Il a instauré cette verticalité. Seulement, il faut un peu de temps. C'est pour ça que le roi Salman ne va pas abdiquer pour l'instant. De toute façon, voilà, on sait très bien que c'est son fils qui tient les rênes du pouvoir. Il y a cette symbolique. Et puis aussi, ça arrange la monarchie saoudienne de garder un peu ces deux visages. On sait que le roi Salman représente un petit peu ce visage traditionnel pour la famille royale, pour la population, et même par rapport à la position envers Israël et sur des grandes questions régionales. On sait que le roi Salman ne franchirait jamais de son vivant le pas de signer des accords de rapprochement avec l'État hébreu, alors que Mohammed Ben Salman serait peut-être prêt à le faire, bien sûr sous condition, je pense qu'on va y revenir, on va en parler. Et donc cette différence entre le père et le fils, quelque part, ça permet aussi de garder un petit peu un équilibre et de maintenir un petit peu aussi une image symbolique du roi, toujours présent, même s'il n'a quasiment aucun rôle aujourd'hui sur le plan opérationnel. Le fils et le père n'ont effectivement pas le même lien avec la cause palestinienne. On y reviendra dans 3 minutes dans la suite de cette émission. À tout de suite. 10h30 ici à Paris, la suite de notre émission aujourd'hui autour de cette question: comment Mohammed Ben Salman est-il en quelques années passé de paria à acteur incontournable de la géopolitique mondiale? On en parle avec Hasni Abidi. Rebonjour. Bonjour. Merci encore d'être là, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, professeur à Sciences Po, auteur. Vous avez dirigé Le Moyen-Orient selon Donald Trump aux éditions Éric Bonnier, qui sortira au mois de mars. Depuis Beyrouth, et je vous salue à nouveau, Karim Sader. Merci de participer à cette discussion, politologue et consultant spécialiste du Golfe, et Christophe Dansette de France 24. Bonjour Christophe, vous êtes ici chez vous, nous a rejoint. On parlera économie avec vous dans un instant, mais avant de parler économie et de revenir aux enjeux de la visite d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, un mot quand même de la question palestinienne, quelques mots même, c'est un sujet ô combien important. Il y a eu une inflexion depuis le 7 octobre, on l'évoquait tout à l'heure, qui a mis un coup d'arrêt à la normalisation avec Israël. Avant le 7 octobre, dans les négociations, vous me corrigez si je me trompe, Hasni Abidi, MBS réclamait du nucléaire civil, des avions de combat, des garanties de sécurité. Mais depuis le 7 octobre, il a durci le ton, à l'image de ce qu'il disait il y a quelques semaines. On l'écoute. La cause palestinienne reste une priorité de notre pays. Nous réaffirmons notre rejet et la condamnation de l'occupation israélienne, des crimes contre les Palestiniens, dans ce nouveau chapitre de souffrance, au mépris du droit humanitaire et international. Le Royaume poursuit ses efforts pour la création d'un État palestinien, avec Jérusalem-Est comme capitale. Nous le disons aussi, le Royaume n'aura pas de relation avec Israël sans cet impératif. Voilà, il n'y aura pas de relation avec Israël s'il n'y a pas la création d'un État palestinien. Jérusalem-Est comme capitale, c'est un MBS qui a fait monter les enchères sur la question palestinienne. Ça, c'est le dernier sommet. C'est vrai qu'il y a un tournant, en quelque sorte, dans le discours de l'Arabie Saoudite. Et Mohammed Ben Salman était très, très proche de signer un accord. Et la condition, ce n'était pas un État palestinien, mais il voulait juste que Benjamin Netanyahu prononce le mot de l'État palestinien ou même d'un processus. Donc, processus de paix. La relance
processus de paix rejeté par Benjamin Netanyahou. Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs que Mohamed Ben Salman et l'Arabie Saoudite portent la responsabilité à l'Iran, mais aussi au Hamas, d'avoir saboté finalement les plans saoudiens, donc de signer un accord de paix, un accord de normalisation avec les Israéliens. Aujourd'hui, on est dans un autre registre complémentaire, c'est ce qu'on appelle l'alliance ou la coalition par la solution à deux États. Et Mohamed Ben Salman n'avait pas eu beaucoup finalement d'accueil favorable de la part soit des pairs arabes, même occidentaux. La déclaration française de Macron, c'était une bouffée d'oxygène pour lui. La France soutient les efforts de prince héritier et même va co-présider une conférence internationale, ce n'est pas rien, en juin 2025 sur la solution à deux États, ce qui considère pour moi être une grande contradiction de la part de président Macron, mais bon, on a l'habitude avec lui, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas pour l'instant. Voilà, il faut le rappeler, il ne reconnaît pas l'État palestinien, mais il veut que les autres reconnaissent cette coalition à deux États, et non seulement ne le reconnaît pas, mais aussi il ne s'inscrit pas dans la dernière décision de la CPI, la Cour pénale internationale, en offrant l'immunité à Benjamin Netanyahou. Ça passe très mal, à la fois en Arabie Saoudite, mais aussi dans les États arabes. Karim Sader, sur la question palestinienne, on le disait, il est moins attaché, Mohamed Ben Salman, que son père à cette cause palestinienne, mais là, il a senti qu'il y avait quelque chose face auquel il ne pouvait pas déroger. Oui, totalement. Il faut parler de l'émoi qu'a suscité dans ce qu'on appelle la rue arabe, auprès des populations, la campagne, l'offensive militaire israélienne suite aux attaques du 7 octobre, qui a provoqué des dizaines de milliers de morts, de civils, et qui a suscité l'émoi dans la rue arabe. Et je peux dire que MBS a été bien content de ne pas avoir franchi ce pas avant et de s'être retrouvé dans la situation extrêmement embarrassante des pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham, comme les Émirats arabes unis, de se sentir liés par un accord de paix et de rapprochement avec un État qui a mené des offensives qui ont tué des civils. Et donc, il a réagi. Alors moi, sur sa réaction, il faut quand même noter une certaine duplicité. Ici, au Moyen-Orient, on considère que les monarchies du Golfe et l'Arabie Saoudite en tête a tardé à réagir parce qu'on sait très bien, à travers cette duplicité, que l'affaiblissement du Hamas en Palestine, comme celui du Hezbollah au Liban, font bien les affaires de la monarchie sunnite. Mais il ne faut pas non plus avoir l'impression qu'elle est de mèche et en connivence avec le gouvernement le plus extrême de l'histoire de l'État hébreu, celui de Netanyahou. Donc il a été bien inspiré de ne pas franchir ce pas, et je pense qu'aujourd'hui, il a tiré les leçons de ce piège des accords d'Abraham, si vous me passez l'expression, et il va forcément séduire la rue arabe en imposant cette condition de la création d'un État palestinien, ce qui le lie justement à la volonté de Macron, même si je pense que l'initiative de ces deux hommes n'est pas prête d'aboutir quand on voit l'État de Gaza qui a été rasé et la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Je ne vois pas où est l'avenir de cette solution à deux États, si ce n'est que dans les discours. Oui, encore un mot sur le Proche-Orient. On l'a dit, Hasni Abidi, même s'il a renoué avec l'Iran, renoué n'est peut-être pas le bon mot, mais même si voilà, les choses se sont dénouées en tout cas, pas mécontent MBS qui est arrivé à la fois au Hamas et au Hezbollah, mais il comptera dans la reconstruction du Liban. Il en a été question avec le président Macron. Oui, parce qu'il est très déçu comme son père. L'Arabie Saoudite a reçu plusieurs fois les dirigeants palestiniens pour une certaine entente. Le soutien officiel de l'Arabie Saoudite est toujours vers l'autorité palestinienne, mais ils ne se reconnaissent absolument pas ni dans le Hamas, ni dans les autres groupes islamistes qui dirigent Gaza. Parlons économie à présent. Christophe Dansette, vous nous avez rejoint. Merci encore. Ce n'est pas la première fois que le président français va en Arabie Saoudite. On le disait, il a été l'un des premiers d'ailleurs à retourner en Arabie Saoudite après l'affaire Khashoggi. Mais c'est sa première visite d'État. Alors je crois que c'est une visite officielle et non pas d'État pour la précision sémantique. Une visite officielle dans un pays dont la relation est plutôt économiquement en défaveur de la France jusque-là. Légèrement en défaveur de la France. Si on prend les échanges de 2023, c'était environ 9,5 milliards d'euros et il y avait un peu plus de 5 milliards côté saoudien et un peu plus de 4 milliards côté français. Donc c'est pas un très grand déséquilibre, mais c'est un déséquilibre quand même. L'Arabie Saoudite livre surtout du pétrole, c'est sa raison d'être, je dirais, et la France livre en partie des avions, Airbus,
notamment avec des belles commandes récemment d'ailleurs de la part d'Airbus. Sauf, et ça fait plusieurs années que la France, qu'on en parle, tente de vendre à l'Arabie Saoudite, notamment des avions de chasse Rafale. Ça sera encore loupé pour cette fois-ci. Alors, le texte, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait des avancées sur les Rafales. Voilà sa citation. Pas de contrat, rien de signé, mais des avancées. Je ne sais pas exactement ce que ça voudrait dire. Ce qui est sûr, c'est que ça semble quand même assez mal parti, parce qu'il y a un facteur important, c'est l'arrivée de Donald Trump. Et Donald Trump, lui, il veut vendre des F-15 à l'Arabie Saoudite. Et donc, les Rafales, ils arriveraient en second plan, parce que Donald Trump risque de changer la donne. Donc, c'est assez mal parti. La visite, finalement, elle n'arrive pas au meilleur moment d'un point de vue économique. Certes, il y a eu des contrats. Si on prend depuis lundi les contrats qui ont été signés, il y a 2 centrales solaires pour EDF, une pour Total Energy, d'autres contrats pour Total. Veolia et Suez vont également signer des contrats, CMA, CGM, puis des startups aussi comme Pascal ou Mistral AI ont signé avec Aramco des contrats dans l'intelligence artificielle et dans les ordinateurs quantiques. Mais ça reste quand même assez limité, parce que peut-être que la France, elle arrive un petit peu trop tard, au moment où l'Arabie Saoudite a un petit peu moins d'argent à investir. En raison du cours du pétrole qui est environ de $73 aujourd'hui, alors qu'il faudrait 98 pour que ce soit à l'équilibre pour l'Arabie Saoudite. Donc il y a moins d'investissements ces derniers mois pour l'Arabie Saoudite. Il y a aussi moins d'investissements qui arrivent de Chine en Arabie Saoudite en raison de la situation chinoise. Donc peut-être qu'on arrive un petit peu tard pour signer les plus gros contrats. Oui, Karim Sader, les attentes des Français et du président Macron étaient grandes, mais du point de vue saoudien, on n'attend pas franchement Emmanuel Macron comme le Messie, pour reprendre la métaphore religieuse qu'on entend beaucoup cette semaine à quelques jours de la réouverture de Notre-Dame. Oui, bien sûr, il y a eu des expectatives du côté des Français, mais on sait que l'Arabie Saoudite est un marché très difficile maintenant. Beaucoup le convoitent. Alors, ça a été dit par votre collègue sur le plateau, le timing n'est pas favorable, en particulier dans le secteur de la défense. Il y a une primauté américaine et il faut l'arrivée d'abord du patron de la Maison-Blanche, Donald Trump, pour que il y a une priorité d'abord pour les États-Unis. Il y a également la concurrence asiatique. Donc, il y a effectivement le projet de vision 2030, et ça permet aussi quelque part de montrer le projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Certes, il cherche à en éblouir quelques-uns, mais les projets tardent aussi. Ça prend du temps. Les cours du brut, ils sont pour quelque chose aussi. Mais effectivement, il y a un problème aussi de déficit budgétaire. Donc l'Arabie Saoudite, ce n'est pas non plus un marché comme ça si facile à acquérir. Et les Français se sont surtout porté vers le culturel. C'est ce que de toute façon c'est ce qui avait été annoncé au départ de la visite. C'est le volet culturel dont a besoin l'Arabie Saoudite pour accroître son soft power. Et là, on a vu que les Saoudiens, effectivement, n'ont pas lésiné sur ce volet-là. Et on parle notamment du site archéologique d'Al-Oula, le Petra saoudien, à la tête de l'Agence française de développement duquel est le français Jean-Yves Le Drian. Voilà, ce sont les images de Al-Oula, endroit magnifique. Ce projet Vision 2030 qui est l'obsession de Mohamed Ben Salman, c'est de sortir son pays du tout pétrole, d'être l'acteur des transformations économiques de demain. Quel degré de réalité, de réalisme à ce projet aujourd'hui ? Ça devient une obsession dans tous les pays du Golfe. Si vous regardez, vous avez une correspondance avec un État du Golfe, à la fin, vous avez une signature et c'est marqué « Our Vision ». Tous, ils ont des visions. Donc l'Arabie Saoudite a sa propre vision, le Qatar, ils ont une vision. C'est devenu presque un paradigme ou un élément d'unité nationale et de fierté. Et la vision saoudienne, c'est quoi ? Et la vision saoudienne, c'est énorme. La question religieuse, la question de la diversification surtout de l'économie. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, c'est un marché très important, colossal, beaucoup plus important que tous les autres États monarchiques du Golfe réunis. Et ça, c'est toute la difficulté. Un des éléments, d'ailleurs, qui n'a pas été traité, c'est Mohamed Ben Salman a demandé à toutes les sociétés occidentales présentes, par exemple en Arabie Saoudite, de déménager leur quartier général à Jeddah ou à Riyad. Prenez l'exemple de la France, on a à peu près plus de 300 sociétés françaises qui investissent sur le marché saoudien. Il y a 30 sociétés qui ont tout simplement ouvert leurs bureaux
dans la capitale. Et d'ailleurs, les Émirats arabes unis sont en froid avec l'Arabie saoudite parce que l'Arabie saoudite ne veut pas qu'on traite avec le marché saoudien depuis Dubaï, surtout puisqu'il y a le port très important de Jabal Ali. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'Arabie saoudite a des limites sur le plan financier. Aramco n'a pas eu le succès énorme dans le marché international. Et le fonds souverain, d'ailleurs, il y a 2 jours, il y avait une réunion très importante de les décideurs du monde, comme Blacklist. Tous les chefs du fonds souverain sont réunis à Riyad pour justement parler pourquoi l'Arabie saoudite n'a pas réussi à attirer des investisseurs dans plusieurs projets, dont le projet NEOM, qui a été complètement redimensionné faute de financement étranger. Donc il faut traiter avec l'Arabie saoudite avec prudence, parce qu'il y a aussi limite budgétaire, et aussi parce que, oui, les États-Unis. Un dernier mot, l'Arabie saoudite a une demande d'avions déjà. On parle d'F-15, mais on parle aussi des avions de dernière génération, et elle est toujours suspendue parce qu'il y avait un avis défavorable de certains parlementaires. Et seule, probablement, une relation avec Israël, une normalisation, va permettre finalement au Congrès d'accepter cette vente. Donc il est difficile, voire impossible, pour Rafale donc, de gagner le marché saoudien avec un monopole militaire qui est contrôlé par l'Arabie saoudite depuis 1945. Christophe, non, j'ai rien à ajouter là-dessus. Vous me prenez de court. Mais si, sur le projet de NEOM, si, c'est ce projet NEOM, c'est le projet de NEOM, donc c'est un projet qui se trouve au nord-ouest de l'Arabie saoudite. C'est un projet on part dans le désert avec une barre d'immeuble, pas une barre d'immeuble, une ville qui est sortie de nulle part, mais qui est une barre sur 200 km de long. C'était le projet initial, 174 je crois, 500 mètres de haut. Tout ça s'est réduit. On va être en 2030 à peine 2 ou 3 kilomètres. Ça va représenter 300 000 habitants alors qu'on s'attendait à plus de 1 million d'habitants. Donc on est vraiment sur des dimensions qui sont revues à la baisse en raison de ces problèmes de financement. Oui, et Karim Sader, d'un mot, vu d'ici, on pourrait croire que l'Arabie saoudite est la poule aux œufs d'or, mais c'est un pays qui est confronté, comme d'autres, à des réalités économiques qui viennent contraindre à la marge ces projets d'envergure. Il est incontestable qu'il y a un vrai décalage entre ce que veut afficher l'Arabie saoudite en termes d'avancement de méga-projets et la réalité sur le terrain. Beaucoup d'entrepreneurs sur place le rapportent, tout est revu à la baisse. Il y a parfois des projets qui sont, pour citer le président français, parfois de la poudre de perlimpinpin. Alors il faudra voir peut-être ce que ça va donner dans les années à venir, d'ici 2030, peut-être l'avènement de MBS 3, on verra bien, mais c'est sûr que ce n'est pas sur le terrain comme on le pense. Merci beaucoup Karim Sader d'avoir participé à ces discussions depuis Beyrouth, achevées sur une poudre de perlimpinpin. Merci beaucoup Hasni Abidi d'être venu sur ce plateau. Le Moyen-Orient selon Donald Trump aux éditions Éric Bonnier, ça sort au mois de mars. On aura l'occasion d'en reparler. On aura beaucoup de choses à se dire quand effectivement le nouveau patron de la Maison-Blanche se sera installé. Merci beaucoup Christophe. Tout de suite, c'est le grand format de Parlons-en. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau point sur l'actualité internationale. À tout à l'heure.